Amis téléspectateurs, amis de la chaîne de l'excellence, bonsoir. C'est un plaisir renouvelé de vous savoir présent au rendez-vous du café politique. L'actualité politique nationale, justement, est marquée et continue d'être marquée par le processus du dialogue politique dans notre pays. Et ce dialogue récemment a accouché de 2 lois essentielles. Nous allons parler de tout ceci dans ce café politique avec le professeur Victor Topanou. Agapit Napoléon Maforican, c'est qui le professeur Victor Topanou? Bonsoir, bonsoir chers téléspectateurs. Nous vous avons fait faux bond depuis quelques mois après les législatives avec tout ce que nous avons connu de soubresauts, d'échanges, de rencontres, de commentaires, d'analyses. De rendez-vous. Et de rendez-vous manqués par ailleurs. Nous voilà enfin pour une nouvelle version de café avec un nouvel ancien. Nouvel ancien parce que professeur Topanou et président Victor, nous l'avons déjà eu ici en ces temps-là, des grands débats houleux sur l'opportunité ou non d'aller aux législatives. Nous le retrouvons à nouveau. Victor Topanou, c'est un habitué des plateaux, mais un habitué également des tribunes, un habitué des amphis. Donc, professeur, publiciste, il écrit beaucoup, il donne son point de vue sur beaucoup de forats et il répond volontiers aux médias lorsque le cœur lui en dit. Il faudrait rajouter qu'il est le rapporteur général du dialogue politique national. Je vais y arriver. Donc justement, nous avions dit tantôt qu'il était ici. Il avait été de ceux qui ne voulaient pas que ces élections se tiennent dans des conditions qu'il avait qualifiées à l'époque de pré-insurrectionnelles. Quelques mois plus tard, il devient rapporteur du dialogue politique et le voilà aujourd'hui membre du comité des experts, donc de par son statut de rapporteur donc, du dialogue politique, membre du comité des experts qui a travaillé sur le lendemain, sur les résolutions de ce dialogue. Aujourd'hui, nous avons la chance encore, nous avons le plaisir de l'avoir avec nous. Et c'est peut-être pour nous l'occasion donc de voir avec lui entre février-mars et aujourd'hui, entre l'avant-dialogue et l'après-dialogue marqué par la révision de la Constitution, qu'est-ce qui a réellement bougé dans le pays? Professeur Topanou. Merci, je vous remercie pour cette invitation. J'ai bien aimé votre introduction parce qu'elle me permet de rappeler les lignes conductrices qui président à mon action. J'avais été convaincu qu'une élection législative exclusive aurait d'une manière ou d'une autre créé une certaine crise dans notre pays, donc je m'étais battu pour que ça n'arrive pas. Malheureusement, c'est arrivé. Mais je reste également convaincu que parce que ce fut une crise, il fallait qu'elle soit très vite refermée. Et très vite refermée, je pense que sur cet appel-là, le président de la République nous a écoutés et très tôt, après les législatives, il a annoncé dès le 20 mai l'organisation prochaine d'un dialogue politique qui permettrait de faire asseoir autour de la même table les principaux acteurs pour essayer de trouver des solutions de sortie de crise consensuelle. C'est à la recherche de ce dialogue qu'il ne nous a posé aucun problème pour l'accompagner. Aucun. Parce que ma conviction était qu'il y a une période, un temps pour les crises. Je ne dirais pas il y a un temps pour la guerre, mais il y a un temps pour la crise et il y a un temps pour le dialogue, il y a un temps pour la paix. Et donc ce dialogue annoncé depuis le mois de mai s'est finalement concrétisé en octobre et quand il s'est concrétisé, il fallait d'une manière ou d'une autre l'accompagner.
c'est ce que nous avons accepté de faire lorsque le chef de l'État nous a demandé d'en être le rapporteur principal, et non général. Ce que nous avons fait avec plaisir, et après, ce fut tout à fait naturellement que nous avons été reversés, nous les membres du Présidium du dialogue, dans le comité technique qui a poursuivi les réflexions jusqu'à l'Assemblée nationale. Donc voilà à peu près le cursus qu'il me plaisait de rappeler. Professeur Victor Topanou, vous avez énuméré, n'est-ce pas, un pan de votre cursus jusqu'à ce niveau-là dans le dialogue politique. Mais dites-nous, quelles sont les motivations réelles de cet engagement? Parce que certains de nos compatriotes, notamment de la classe politique de l'opposition, vous accusent de trahison. Vous savez, dans le domaine politique, les auteurs du discours sont tout aussi importants que le discours tenu. Et donc, il est des critiques pour lesquelles il suffit simplement d'identifier les auteurs pour se rendre compte qu'il n'est pas utile de leur répondre. Il n'y a absolument pas de raison que je réponde surtout pas aux critiques sur une personne, parce qu'elle n'avance pas bien souvent le débat. Parlez-nous plutôt des motivations de l'engagement. Pour moi, comme je vous l'ai dit, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour le conflit, comme il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour le dialogue. Voilà. Et c'est le moment du dialogue. Il faut sortir de cette situation parce que je pense que tous nos compatriotes en sont certainement conscients. Le pays traînait dans une espèce de morosité dont il fallait le sortir le plus vite possible. Face à ça, l'initiative incombait au président de la République parce que personne d'autre n'aurait pu convoquer un dialogue en dehors du chef de l'État. Donc, je pense qu'il a très bien fait de l'avoir annoncé dès le mois de mai. J'aurais, si j'avais été consulté, souhaité que cela ait lieu beaucoup plus tôt. Mais il vaut mieux tard que jamais, surtout en matière d'apaisement, en matière de pacification. Et donc, toutes les fois où le président de la République ouvrira des voies de pacification, des voies d'apaisement, je me mettrai volontiers, sans état d'âme, de son côté pour l'y accompagner. N'en déplaise à ceux qui avaient intérêt plutôt à ce que cette crise dure le plus longtemps possible. Voilà. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas totalement tort, parce que vous avez été reçu par le chef de l'État à la veille des élections législatives. Ceci peut expliquer cela? Mais non, je rappelle que je n'ai pas été le seul à avoir été reçu par le président de la République. Avant moi, la classe politique avait été reçue. Avant moi, le président Soglo avait été reçu. Avant moi, la société civile avait été reçue. Donc, a priori, pour moi, cela ne posait aucun problème. Mais il a plu à des gens d'y trouver des problèmes. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Est-ce que vous avez parlé en ce moment-là? Parce que on vous connaît pour la franchise et la clarté, en tout cas, de vos opinions, quand vous avez à opiner réellement. Est-ce que vous aviez évoqué en ce moment-là les lendemains des législatives tenues dans les conditions que d'aucuns appelaient d'exclusion, mais qui s'imposaient au pays à l'époque? Si vous avez bonne mémoire, et je sais que vous êtes détenteur d'une mémoire à tout le moins événementielle, vous devriez vous souvenir que le président de la République m'avait reçu à la suite d'une lettre ouverte que je lui avais écrite, qui était une longue lettre de 5 à 7 pages à l'époque. Et c'était à la suite de cette lettre qu'il voulait. Et donc, toute mon opinion était contenue dans cette lettre ouverte-là. Tout le monde la connaissait. Je n'avais rien caché de ce que je pensais, ni de la situation du moment, ni de ce qu'il pourrait advenir si le processus électoral allait à son terme. Donc, je dis à partir de ce moment-là, effectivement, nous avons parlé de ça avec le président de la République. Ce fut d'ailleurs le principal menu de notre rencontre. Il y avait de quoi le faire parce que la lettre était suffisamment importante. J'ai même revu récemment sur les réseaux sociaux
quelqu'un qui l'a redistribué en disant qu'il faut 27 minutes pour le lire. J'ai été surpris. Voilà. Quand vous voyez le président, talent, beaucoup le disent, peut-être que c'est l'occasion pour nous de lever, pour vous de lever un coup. Qu'est-ce qu'il y a? On sent une sorte d'une proximité qui ne dit pas son nom, même si chacun semble garder un peu sa distance. C'est quoi? Non, moi j'ai découvert le président de la République sous un aspect différent. Quelqu'un qui a été capable de m'interpeller à la suite d'une lettre ouverte que je lui ai adressée. J'avais été particulièrement surpris par son ouverture d'esprit, son désir d'échanger. Et c'est vrai que ce jour-là, il m'avait dit que, voilà, désormais, pour prendre mes positions aussi radicales, ou en tout cas aussi nettes, il serait souhaitable que j'écoute au moins leur version des faits avant de me prononcer, parce qu'il considérait que beaucoup de gens croyaient en moi, et donc il ne fallait pas que je fasse des raisonnements, que je leur propose des raisonnements qui ne tiennent pas compte de tous les aspects du problème. Bon, à partir de ce moment-là, c'est vrai, j'ai commencé par faire un peu plus attention. Et puis tout ceci nous a mené au dialogue politique dont vous êtes le rapporteur principal. Alors, parlons de ce dialogue politique. Quelles en sont les réalités de coulisses? Parce qu'on entend beaucoup de bruit aujourd'hui. Oui, nous avions dit ça. Oui, nous n'avions pas dit ça. Le rapporteur, est-ce qu'il est à l'aise face à tous ces griefs aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des cachotteries? Il n'y avait aucune cachotterie. Aucune. Absolument aucune. On y a veillé. Ceci dit, j'ai entendu quelques récriminations. Mais comme je vous disais tout à l'heure, en politique, le discours tenu importe tout autant que l'auteur du discours. Donc, à chacune des critiques, il faut regarder celui qu'il y a derrière. Et en fonction de celui qu'il y a derrière, vous savez si c'est de bonne foi ou si c'est de mauvaise foi, et vous savez s'il faut répondre ou ne pas répondre, selon que c'est de bonne foi ou de mauvaise foi. Je pense que lorsque, par exemple, j'ai entendu un représentant des FCDB, je crois, je peux parler du ministre Adiou, dire que la question, par exemple, de la vice-présidence n'avait jamais été discutée. Je lui en donne acte, mais je lui réponds que le principe des élections générales avait été adopté. Et donc, quand on demande ensuite à un comité technique, voilà, le dialogue politique a décidé d'aller aux élections générales, comment on fait pour y arriver? Il revient à l'équipe d'experts de montrer tous les aspects. Et nous avions juste dit qu'il y avait deux conditions pour aller vers les élections générales. Une première condition d'applicabilité immédiate, c'est-à-dire que si vous voulez qu'il y ait élection générale la même année, parce que c'est ce que cela suppose, élection générale, on décide qu'en année T1, on organise toutes les élections. On peut le faire sur 3 mois ou 6 mois, mais dans la même année, on fait les élections générales. Cela supposait donc, première condition d'applicabilité, qu'il y ait un alignement de tous les mandats. Parce que vous ne pouvez pas décider de faire les élections générales s'il y a un mandat qui finit en l'an T1, le second finit en l'an T2, le troisième en l'an T3, vous ne pouvez pas faire d'élection générale. Donc, il fallait d'abord procéder à un alignement des mandats. Et pour ce faire, le comité a proposé 2 solutions. Ou on aligne les mandats présidentiels et communaux qui sont de 5 ans sur le mandat des députés qui est de 4 ans, ou alors on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut aussi décider de n'aligner que le mandat des députés sur les 2 autres mandats. Je pense que l'un dans l'autre, c'est la solution qui avait été retenue. Mais l'autre condition, qui était encore plus substantielle, c'est que dans l'hypothèse où vous faites les élections générales, il faut s'assurer de sa pérennité.
Et il ne faudrait pas qu'on décide, par exemple, en 2021, de débuter les élections générales et se rendre compte qu'en 2023, par exemple, on est obligé de recommencer les élections décalées. Cela veut dire quoi? Autant l'Assemblée nationale est une institution qui ne peut jamais disparaître, puisqu'ils sont là en permanence, convocables à tout moment, et quand il y en a un qui devient indisponible, il est possible de le faire remplacer par son suppléant. C'est pareil pour les conseils communaux. On peut remplacer un élu par son suppléant, etc. En revanche, les fonctions présidentielles, comme disait Laurent Gbagbo, c'est un fauteuil et non pas un banc. C'est-à-dire qu'il peut arriver, par extraordinaire, on ne le souhaite pas, que le président décède en cours de route. Donc, si le président décède, comment on fait pour maintenir le principe des élections générales? Dans la Constitution actuelle, jusqu'au 30 octobre, on avait prévu 3 cas de vacances à l'article 50. Le premier cas disait, le premier alinéa de l'article 50, en cas de décès, le président de la République est remplacé par le président de l'Assemblée nationale qui lui-même a 3 mois pour organiser de nouvelles élections. Donc, si on reste dans ce cas de figure-là, ça veut dire que le président décédé, le président de l'Assemblée nationale prend sa place et organise des élections au bout de 3 mois. Si on le fait, ça veut dire qu'on remet en cause le principe des élections générales. Dans la Constitution, avant la révision, le deuxième alinéa de l'article 50 prévoyait le cas de vacances en cas de mise en accusation du chef de l'État. À ce moment-là, il est prévu que c'est le président de la Cour constitutionnelle qui assure l'intérim, sous-entendu jusqu'à la fin de la procédure de mise en accusation. Sauf que on n'avait pas pensé que cette procédure aurait pu durer jusqu'à la fin du mandat. On a pensé que ça pouvait se terminer en quelques mois. Et troisième cas de vacances prévues par l'article 50 révisé, on disait que en cas de déplacement du chef de l'État, de vacances ou de congés, il est remplacé, il organise son intérim par un de ses ministres à qui il confère quelques prérogatives, mais de façon totalement ponctuelle. Donc, la question qui s'est posée au comité d'experts, c'était de savoir ce qu'il adviendrait en cas de décès. On a donc repris tous les cas de figure. Premièrement, si on maintient le président de l'Assemblée nationale, on va être obligé de refaire les élections en 3 mois. Donc, on peut proposer que le président de l'Assemblée nationale assure le reste du mandat. Comme ça, les élections générales sont maintenues. Deuxième cas de figure, on aurait pu imaginer que le président de la Cour constitutionnelle assure l'intérim jusqu'à la fin. Sauf que, dans ce cas de figure, on s'est rapidement rendu compte que ça présenterait une anomalie démocratique que de retrouver à la tête d'un État qui n'a jamais été élu. Bien. Et donc, on s'est dit, cette solution, il vaut mieux l'annuler. Et donc, il y avait une troisième possibilité. C'est la création du poste de vice-président. C'est ce que les Américains ont retenu comme modèle. C'est arrivé lorsque le président Kennedy est décédé. Johnson a prêté serment dans l'avion qui le ramenait à Washington. Nos pays africains anglophones pour l'essentiel ont adopté également cette attitude-là. C'est arrivé au Nigeria. Quand le Yaradua est décédé, immédiatement après, son vice-président a pris, Goodluck Jonathan a pris le relais. Pareil au Ghana. Le président est décédé un matin, déjà l'après-midi, le vice-président est rentré en service. Donc, cet exemple-là, et puis récemment, ça a commencé par contaminer les pays francophones, puisque la Côte d'Ivoire également a depuis quelque temps, depuis la dernière révision, un vice-président. Tout ça pour pouvoir maintenir l'idée des élections générales. Et donc, forcément, l'idée de vice-président n'a pas été discutée en tant qu'hypothèse d'école au dialogue, puisque à ce stade-là, ce n'était pas un travail technique, mais un travail politique. Les politiques ont dit, nous, pour telle et telle et telle raison, ils ont énuméré 3 types de raisons,
nous voulons les élections générales. Et techniquement, on vous dit comment on fait pour y arriver. Décliner les possibilités. Voilà. Donc c'est ainsi que le choix du comité des experts a été de proposer de retenir la formule de vice-président simplement parce que c'était connu. On sait comment ça fonctionne. On a vu en Côte d'Ivoire, enfin pas en Côte d'Ivoire, on a vu au Ghana, on a vu au Nigeria, on a vu aux États-Unis. Donc les gens se sont dit, bon, on est plus habitué à ça, plutôt que de transformer le président de l'Assemblée nationale, qui était l'autre possibilité, en président définitif. Voilà. Et donc ce choix a été fait. Donc je ne vois pas qu'il y ait eu un problème particulier à ce qu'on me dise, par exemple, que ça n'a pas été discuté. Ce que M. Adio n'a pas dit, et que beaucoup d'autres auraient pu dire, c'est qu'il y a beaucoup d'autres aspects qui ont été retenus dans la révision, mais qui n'ont même pas été discutés au dialogue. Simplement parce qu'il n'y a aucun mal à le dire. Il y avait, pour la première fois, un consensus sur la révision de la Constitution. Sur la révision. En tout cas, consensus au sein de la classe politique qui avait été régulièrement invitée du fait que c'était les seuls partis légalement reconnus au moment où on était en train de parler. C'est-à-dire que si demain, il y avait eu beaucoup d'autres partis reconnus et que le dialogue devait avoir lieu demain, probablement il y aurait eu beaucoup plus que 8 partis. Et donc, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a juste essayé de mettre en application ce que le dialogue a demandé, et le président de la République, de son plein droit, d'ailleurs, a saisi l'occasion d'y ajouter quelques modifications supplémentaires. Pour ma part, ça ne pose aucun problème. Le plus important, c'était de s'assurer que ce qui était proposé en supplément ne trahissait pas l'esprit initial de notre Constitution. Et en cela, je dois vous dire, n'en déplaise à ceux qui ne voudraient pas que je le dise, mais je le pense sincèrement. Et moi, j'ai été rassuré par le fait que le président ait accepté que nous mettions dans cette Constitution des verrous supplémentaires. Parce que finalement, si les différentes tentatives de révision ont échoué jusqu'à présent, l'une des raisons fondamentales, c'est parce qu'on a toujours soupçonné, le chef de l'État, initiateur de cette révision-là, de vouloir s'éterniser. Et donc, en voulant s'éterniser, tout le monde sait comment ça se passe. On révise les conditions, la limitation de mandat, on révise les conditions d'éligibilité et on se balise un chemin tout droit. Mais j'ai été franchement surpris de voir que, au contraire, le chef de l'État a dit... Surpris ou émerveillé? Disons, je préfère maintenir mon mot. Alors, dites-nous, voilà, professeur Victor Topanou, le choix des options techniques vous a-t-il, pour être plus précis, poussé à légiférer sur la constitutionnalisation du calendrier électoral? Ceci fait partie des griefs qu'on vous fait également. Non, on n'a pas constitutionnalisé le calendrier électoral. On a juste, dans les dispositions transitoires et finales, prévu un certain nombre de cas. La question qui s'est posée, entre autres, c'était de savoir à partir de quand on commence les élections générales. Et certains avaient proposé que ce soit dès 2020 avec les communales. Mais si on optait pour cette solution-là, cela revenait à dire que non seulement on écourtait le mandat des députés, mais en plus on écourtait également le mandat du président de la République, qui normalement finit en 2021. Donc, est-ce qu'on faisait ce choix-là? On a mis en stand-by. Deuxième hypothèse, 2021. Si on le fait en 2021, ça veut dire que les communales de 2020 n'auront pas lieu. On prend une loi pour renvoyer ça à 2021 et ça revient à dire que le mandat des députés est écourté de 2 ans, de moitié. Et troisième hypothèse, 2026, même, il y a même 2023 avant, puisque il y a des législatives en 2023. Même là, on s'est dit, si on le fait en 2023, ça revient à dire que le président élu en 2021 devra être écourté à nouveau 2 ans après. Et donc, en fait, le mandat qui serait le mandat noyau serait le mandat des députés. On s'est dit non. Et sur ce plan-là,
le comité des experts a été unanime pour retenir que l'élection qui doit servir de pivot aux élections générales devrait être l'élection présidentielle. Parce qu'on considère que dans notre système institutionnel et constitutionnel, pardon, la présidence de la République est l'institution majeure. En conséquence, très rapidement, on a laissé les hypothèses de 2020 parce que c'est les communales, de 2023 parce que c'était les législatives à nouveau, et donc il ne nous restait que deux solutions, 2021 ou 2026. Et donc c'est comme ça que par déduction successive, on s'est retrouvé à 2026, parce qu'à ce moment-là, on pouvait dire, premièrement, le président n'aura pas de mandat écourté, mais en plus, le mandat des élections des maires sera prorogé d'un an, donc parce qu'ils seront élus en 2020. Normalement, ils doivent être renouvelés en 2025. Mais si on renvoie à la présidentielle de 2026, donc on les prolonge d'un an. Donc ceux qui seront élus l'année prochaine sauront qu'ils seront élus pour 6 ans. De la même manière que les députés qui seront élus en 2023 sauront avant leur élection qu'ils seront élus pour 3 ans. Donc c'était par élimination successive le schéma qu'on avait retenu. À partir de ce moment-là, on ne pouvait que l'annoncer dans une révision constitutionnelle pour que les gens ne soient pas surpris après et qu'on vous oppose tout le temps. Par exemple, pour la législature actuelle, il y a, entre guillemets, ceux qui ont fait valoir le principe des droits acquis, en ce sens qu'ils savaient qu'ils avaient été élus pour 4 ans. Il n'y a pas de raison qu'on leur dise, chemin faisant, qu'ils ne feront que 2 ans, 1 an, etc. En conséquence, ceux qui seront élus en 2023, eux, dès aujourd'hui, savent que s'ils sont candidats, ils ne seront députés que pour 3 ans. Mais puisque nous sommes de plein pied donc, dans le toilettage de notre loi suprême, la constitution de notre pays, dites-nous, est-ce qu'il était opportun? Mais écoutez, comme je vous disais tout à l'heure, il y a toujours une opportunité de réviser. Et malheureusement, si on ne l'a pas fait depuis longtemps, c'est parce qu'il y avait une suspicion permanente. Sinon, souvenez-vous, la révision a été attaquée pour... la Constitution a été attaquée pour révision dès son adoption. Nous sommes probablement le seul pays au monde à l'adoption de sa Constitution à avoir prévu 3 billets, 3 bulletins. Un pour le oui, un pour le non et un pour le oui mais. Voilà. Parce que dès le début, ceux qui avaient 70 ans avaient contesté notamment cette disposition de l'article 44 sur la limitation de l'âge. Mais très rapidement, dès le deuxième mandat du président Kérékou, il y a eu des mouvements allant dans le sens d'une modification, ce qui avait donné lieu à l'époque à la formule « touche pas à ma constitution ». Mais avec le président Kérékou, il n'y a jamais eu de procédure formelle. Mais le débat a eu lieu sur la limitation de l'âge, sur la limitation des mandats, voilà. Et le débat a quand même eu lieu. Mais pas du point de vue formel. C'est sous le président Yahi Boni que pour la première fois, il y a eu une tentative formelle. En 2009, la première fois, et une deuxième fois en 2012. Mais même là, ce n'est pas allé loin. Et c'est enfin sous le président Talon qu'à la 3e tentative, ce fut la bonne. Voilà, donc pour moi, l'opportunité a toujours été présente, mais il y avait des suspicions tellement lourdes qu'il a fallu que le président de la République donne quelques gages pour rassurer les uns et les autres et qu'on n'aille pas vers cette révision qui aurait permis au président de s'éterniser au pouvoir comme nous l'avions toujours soupçonné dans notre pays. Vous avez la chance de participer, en tout cas d'avoir été là sur les 2 dernières tentatives, notamment les 2 grandes, celle de Boni-Yahi, 2007-2009. 2009-2012. Il y a eu d'abord ce comité des experts, ce comité des qui a déposé son rapport pour 2009. Alors, qu'est-ce qui... Vous avez vécu cette période, vous avez vécu celle-ci. Selon vous, celle de 2009, pourquoi elle n'a pas prospéré? Pourtant, toutes les garanties semblaient avoir été prises. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché en 2009, c'est que, à tort ou à raison,
certains membres de l'entourage du président à l'époque faisaient fuiter des informations selon lesquelles il veut faire ça pour rester. Voilà. À tort ou à raison. Et ces acteurs-là sont bien connus. On sait qui avait dit ça. Il y avait tout un courant évangélique, de députés évangéliques qui pensaient que c'était une république de droit divin et que dès l'instant où les pasteurs avaient prédit, il n'y avait pas de raison de ne pas aller le plus loin possible. Voilà. C'était ça. Est-ce que réviser une constitution mérite tant de bavardage, tant de précautions, tant de verrous, finalement une constitution, n'est-ce pas une œuvre humaine imparfaite? Tout le monde le sait.